Bonjour et bienvenue à tous. Merci de rejoindre ce webinaire d'introduction à la version 2025 du logiciel CEDAR. Je suis David Romeau, chef du produit, responsable du produit chez Itechsoft, et nous allons, durant cette demi-heure, trois quarts d'heure à venir, présenter les nouveautés de la version 2005 et voir comment cette version va vous apporter dans votre activité courante d'ingénierie. Alors tout d'abord, pour resituer aux personnes qui connaîtraient César de loin ou qui viendraient découvrir César, et pour les clients utilisateurs également, je rappelle que le logiciel, voilà, c'est d'abord un outil de calcul des éléments finis pour l'analyse de projets géotechniques. Il s'agit de fondations, soutènement ou remblais, de longue date, utilisé également pour les ouvrages souterrains, notamment pour le tunnel, et euh, ou encore pour les interactions, l'analyse des interactions sur structure. Donc dans ce cadre-là, voilà, on va pouvoir faire du 2D ou du 3D avec des modèles du plus simple au plus complexe, ou du moins abordant la complexité nécessaire pour ce type d'analyse. César, c'est aussi un outil qui va proposer des solutions pour analyser la durabilité des ouvrages. J'entends par là des outils, par exemple, d'analyse du béton au jeunage, ou encore l'analyse des maçonneries. Donc en ça, on a des lois de comportement ou des modules spécifiques pour ce type de calcul, aussi bien en 2D qu'en 3D. Je rappelle un peu aussi l'offre proposée César pour situer les différents niveaux de licence également qui sont proposés. Alors, tout ce qui est 2D est également existant en 3D, donc c'est pour ça qu'on va avoir une première offre standard des modules de calcul statique, linéaire ou non linéaire, donc tout ce qui va être nécessaire pour des calculs classiques de géotechnique avec également des possibilités d'analyse des écoulements ou encore de la diffusion thermique. Ensuite, on complexifie, on complète l'offre avec un module, une formule premium qui va rajouter la consolidation dynamique, une offre advanced qui, elle, rajoute en plus les couplages thermoporomécaniques, et puis une offre ciblée béton, donc qu'on appelle concrete, qui va, elle, intégrer tous les modules spécifiques au béton, donc notamment l'analyse du béton au jeunage. Ces licences sont proposées aussi bien en abonnement annuel qu'à l'achat. Vous pourrez revenir vers nous plus tard pour préciser ces éléments commerciaux. Alors, pour ceux qui seraient utilisateurs et pas encore mis à jour, hein, la version est sortie la semaine dernière avec, vous avez dû recevoir un email notamment de mise à jour. Pour vous mettre à jour, connectez-vous sur le site cesarlcpc.com et sous la page téléchargement, vous allez pouvoir demander cette mise à jour. Pour les autres, vous y retrouverez également les versions d'évaluation qui vont vous permettre de découvrir plus en détail le logiciel. Alors, César aussi, pour resituer, c'est un développement conjoint entre l'Université Gustave Eiffel. Pour resituer, l'Université Gustave Eiffel, c'est la nation c'est essentiellement LCPC puis STAR. Et donc, toutes les équipes de recherche de l'Université Gustave Eiffel participent au développement par leur recherche du solver. On verra plus tard des travaux en cours. Et puis Techsoft, nous sommes une entité éditrice de logiciels de calcul de structure. Et dans ce cadre-là, nous allons développer pour César les interfaces homme-machine. Donc tout ce que vous allez voir graphiquement présenté, c'est développement Techsoft avec interfaçage du solver. C'est un plan de développement également dans ce contexte-là, hein. On prévoit généralement deux mises à jour. Une mise à jour majeure
qui est en fin d'année, donc la version 2025. Et puis là, on a des versions intermédiaires prévues. Alors, il y en a une de plus cette année, j'y reviendrai plus tard. Mais généralement, donc, il y a une version intermédiaire au printemps et puis une version majeure également en fin d'année. Alors, pour resituer ce que va vous apporter la version 2025 dans votre contexte professionnel, je ne vais pas détailler toutes les fonctionnalités. Il y a pour ça une note de version qui vous a été transmise par email, mais que vous pouvez également retrouver sur le site internet qui va retracer donc, toutes les fonctionnalités développées. Là, je vais essentiellement retracer quelques grandes lignes, certaines sont essentielles. Tout d'abord, la gestion des propriétés d'interface. Donc là, pour faciliter la mise en données et la gestion de problématiques d'interaction. Il y a de nouvelles lois pour les comportements génisés de maçonnerie. Excuserez si je les passe sous silence aujourd'hui. Je m'intéresserai plutôt à la définition optimisée de la nappe. Là, c'est important de faire certains rappels également sur les fonctionnalités existantes dans le logiciel et puis montrer avec la nouvelle version en quoi il est plus facile pour l'utilisateur de les exploiter. Et puis également en 2024, nous avons travaillé sur le CFI réduction. Donc il y a de nouvelles procédures optimisées qui sont proposées. Et puis enfin, à travers ces différents exemples, nous avons déjà eu un aperçu également des nouvelles sorties de résultats, mais j'y reviendrai en conclusion. Voilà. Alors pour commencer, je vous présente la géométrie, en quoi une édition géométrique par script peut être utile. Donc le logiciel César, aussi bien en 2D en 3D, est équipé de toutes les fonctionnalités d'édition de géométrie, d'intersection ou autre, et puis également d'import de DXF. Mais avec les scripts, on peut aller plus loin. Alors on peut aller plus loin déjà dans la constitution de exploitation de scripts existants. Hein, si vous lancez un script dans le logiciel, vous avez le modèle, vous avez le script tunnel XML qui permet par exemple en 2D ou en 3D de définir une section qui va être exploitée pour son modèle. Donc ici on a ajouté une nouvelle forme, validé une nouvelle forme. Et puis on a également ajouté, c'est un détail mais qui est important également, la possibilité d'insérer précisément cette section en 2D ou en 3D. Ce type de script XML est une émanation de scripts qui sont proposés, soit des scripts Python, soit des scripts XML. Donc là aussi, vous aurez une documentation mise à disposition. Ces scripts vous permettent d'exploiter différemment les fonctionnalités logicielles. Si on sort du cadre géométrique, ça peut être par exemple la possibilité de scripter l'exploitation, l'extraction de résultats. Donc avec un script Python, on va pouvoir, par exemple, en un point précis, extraire des résultats. C'est également utile pour utiliser des fonctionnalités expertes. Dans le sens où ce sont des fonctionnalités existantes dans le solver et qui ne seraient pas encore interfacées ou qui vont vous permettre également, à travers les scripts XML, on va pouvoir créer des grilles. Les grilles, ce sont donc par exemple, ça, c'est une grille qui peut être rédigée en XML. Donc, il y a aussi une documentation pour que l'utilisateur puisse développer ces grilles. Voilà, donc ça, c'était un rappel sur les fonctionnalités script. Je reviens maintenant sur des fonctionnalités immédiatement exploitables et utiles pour l'utilisateur, notamment dans la gestion des propriétés. Alors, il est important d'apporter des fonctionnalités de contrôle pour l'utilisateur de l'affectation de ses propriétés, notamment vérifier qu'en fonction du phasage, tout est bien
affectés aux différentes entités, qu'il s'agisse d'éléments de surface SIC, éléments 1D ou interface. Donc, on a pour cela développé une nouvelle arborescence. Et puis également, une fonctionnalité que je vais illustrer, la possibilité par la définition, l'assignation d'une couleur à un jeu de propriété, de pouvoir mieux identifier euh, les groupes affectés par le phasage. Notamment, on le voit ici, là, avec l'affectation d'une propriété, d'une couleur au jeu de propriété à droite, on voit mieux les groupes qui sont affectés. Euh, pour illustrer cela, je vais vous partager le premier modèle 3D. Donc, ce modèle 3D d'une galerie de tunnels réalisé dans un massif relativement simple avec une topographie horizontale. Donc, d'un point de vue géométrie, on a affecté des couleurs ici pour identifier donc, nos strates. Ici, à l'intérieur, on a nos voussoirs en bleu. Et puis, à l'intérieur, on a bien sûr le sol excavé. Et puis, on va avoir également un tympan à réaliser, qui va être réalisé à un moment pour constituer ensuite, pour entamer le ram. Donc, tous ces éléments sont dans le modèle réalisé en 3D. Si je passe dans l'affectation des propriétés ensuite dans mon phasage, donc là j'ai une première phase d'initialisation de contraintes, je vais, donc comme je le disais, pouvoir identifier les blocs qui ont des propriétés. Donc là, je vais pouvoir ainsi, là j'ai mes jeux de propriétés et je peux voir les blocs qui ont ces propriétés. Et puis je peux aussi, par bloc, voir que toutes ont bien un jeu de propriétés affecté. Ça, c'est un premier outil de vérification. Mais en ayant en plus affecté dans la boîte de propriétés un jeu de couleurs, je vais pouvoir associer donc un jeu de couleurs à chaque jeu de propriété. On le voit ici. Voilà. Ce qui fait que si j'active ici cette fonction d'affectation du jeu de couleurs au jeu de propriété, je peux maintenant facilement voir que tous mes groupes voilà, ont des jeux de propriétés bien cohérents. Donc là, une stratigraphie horizontale, donc par couche, on a les propriétés de sol. Et puis, ben, en fonction du phasage, je vais pouvoir identifier maintenant également les blocs qui sont désactivés, bien sûr, et puis ensuite les blocs, par exemple, dans la deuxième phase, là où on vient activer le bloc béton, ben, le bloc béton va avoir la couleur noire qui a été affectée. Voilà. Donc, c'est une possibilité supplémentaire offerte aux utilisateurs pour bien identifier les blocs de propriété en fonction du phasage. Alors, ça, c'est une première fonctionnalité sur les propriétés. Une deuxième évolution sur les propriétés, c'est la possibilité de excusez-moi. Je me suis perdu. Alors, voilà. Deuxième jeu sur les propriétés, rappel des lois d'interface. Donc, on va, dans le logiciel César, vous proposer 3 jeux de propriétés. Il s'agit d'adhérence, de glissement ou de frottement de Coulomb, avec donc gestion par le frottement de Coulomb des contraintes normales de la relation contrainte normale, contrainte tangentielle. Et donc, on a la définition nécessaire par l'utilisateur de différents paramètres. Coefficient de rigidité du matériau fictif de contact, résistance à l'attraction qui va gérer notamment le décollement,
c'est-à-dire que la contrainte, il n'y a pas de décollement tant que la contrainte normale reste inférieure à cette résistance en traction. Et puis, on peut renseigner également une cohésion qui peut être assimilée au frottement latéral, mais qui est généralement nul. Et puis, un angle de frottement qui, elle, régit donc par le tenant de fil, la contrainte tangentielle, la contrainte normale. Dans la nouvelle version, donc on va pouvoir définir le type de définition automatique. Donc ça, c'est ce que vous retrouvez dans les boîtes de définition des blocs d'interface, aussi bien en 2D qu'en 3D. Et lorsqu'on choisit le type de définition, on va choisir automatique, on va spécifier un coefficient d'interaction qui va relier donc directement contrainte normale et contrainte tangentielle. Ce qui fait que par ce choix de paramètres automatisés, on va automatiquement, l'outil va automatiquement affecter aux interfaces des valeurs prédéfinies. Donc, voilà, pour le module fictif, on va prendre cette valeur minimale entre les deux modules, entre des blocs en contact. Pour la résistance en traction, on va la pénaliser très fortement pour éviter décollement. On va mettre la cohésion nulle, et puis ben, on va tout mettre, enfin, le coefficient d'interaction va se retrouver ici euh, pour définir l'angle de frottement. Donc dans notre démarche, euh, donc si je passe, si je vous illustre ça, euh, hop, il va nous partage, voilà. Je vous partage, voilà. Alors, un modèle de 2D, donc d'installation là, d'une double paroi euh, bétonnée. Ça, c'est le projet. Alors, déjà, pour revenir également à l'affectation de propriété, vous voyez que ici, en ayant activé l'outil affectation des propriétés, je vois que ce bloc, par exemple, n'a pas de propriété. Donc, je vais pouvoir également lui affecter les propriétés. Alors, c'était pas celui-là, c'était l'argile verte, là-bas. Compliqué. Et on voit maintenant voilà, qu'il a des propriétés d'argile verte. Pour entrer dans les propriétés, donc dans les blocs d'interface, en temps, je dirais, en version précédente, il fallait, ce qu'on peut toujours également, affecter une interface avec, donc, en définissant le frottement de Coulomb, euh, euh, affecter les propriétés d'interface et d'adhérence, en tout cas en fonction du type du sol, donc de la couche traversée par l'interface. Ce qui peut être rapidement consommateur de temps et d'énergie. Et puis donc, dans une première approximation, on peut aussi faire le choix que toutes les interfaces sont frottantes. Donc là, c'est le choix qu'on a fait, frottante avec un coefficient d'interaction de 0,67. Et puis, on peut également définir que toutes les interfaces sont adhérentes, par exemple, pour la première phase d'initialisation. Donc c'est ce qui est fait ici, c'est-à-dire que si on regarde les propriétés affectées, adhérence, voilà, elles sont affectées à tous ces blocs. Et puis, au fur et à mesure euh, des phases, on peut identifier également que maintenant, bah, toutes les interfaces sont adhérentes jusqu'au fond de fond. Donc, on voit rapidement que les propriétés, l'affectation et le contrôle de ces propriétés est simplifié et on peut voilà, affecter caractéristiques euh, automatiques à ces propriétés qui sont ensuite automatiquement gérées par, par le logiciel dans la définition des paramètres associés.
Alors, je reviens sur ma présentation. Euh, pour compléter donc la présentation des nouveautés, et notamment donc la présentation de nouveautés vont concerner l'outil WTB, qui est l'outil de définition de la distribution de pression interstitielle de ces variations. Donc, en résumé, la position de la nappe dans le calcul mécanique et ces variations en fonction du phasage. Aujourd'hui, on propose deux méthodes. L'une par la donnée géométrique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, euh, par le positionnement de la nappe, calculer la position, euh, enfin la distance à la nappe dans chaque point et donc calculer la pression associée. Donc ça se fait avec un nouvel outil, la dédition géométrique interactive, que je vais vous présenter maintenant. Donc cet outil, il existe aussi bien en 2D qu'en 3D. Donc en 2D, on va voir ici, il s'agit donc de définir donc, alors, deux choses. Déjà, ce chargement de TB va s'affecter à des blocs qui seront définis comme étant poreux, c'est-à-dire pour lesquels on va avoir dans les propriétés affecter également une densité saturée, ce qui fait que on va ensuite, en fonction de la position de la nappe, prendre l'une ou l'autre des deux densités euh, présentées ici. Donc la définition de la nappe, je le disais, peut se faire géométriquement. Alors, c'est là qu'on voit qu'elle peut être d'abord constante, qu'elle peut être variable. Et puis, donc, jusqu'à présent, la variable, on définissait le nombre de points et on les renseignait un par un. Et puis, maintenant, je peux, en exploitant la grille, donc, en faisant rapidement quelque chose, mais si c'est pas forcément. Alors, je vais modifier la grille pour, voilà, euh, une grille un peu plus petite. Et pour le coup, voilà, définir cette grille et pouvoir ainsi, voilà, manuellement, et là, mais c'est en première approximation, en basant sur la grille, voilà, définir ce niveau de nappe qui sera donc exploité. Ça, c'est la première chose. Donc, cette édition géométrique est proposée en 2D. On peut également l'exploiter en 3D. Alors en 3D, forcément, on va avoir à définir un plan de travail. Donc là aussi, je définis un plan de travail et puis sur ce plan de projection, je vais pouvoir définir à la main. Encore, j'ai fait grossièrement pour illustrer ce, cette nappe que l'on voit ici, donc qui sera ce premier niveau de nappe. Donc ça, c'est, comme je disais, la première méthode proposée pour le calcul, donc pour la définition des pressions interstitielles et ces variations. On propose également d'exploiter, dans la deuxième méthode, les analyses en écoulement, qu'il s'agisse de régime permanent ou transitoire. Cela va être proposé dans l'outil de façon évidente, je dirais. Du moins, on a fait en sorte que ce soit plus évident pour l'utilisateur, avec donc la définition le choix du modèle et des pas de temps. Donc, ça nous permet, par exemple, après un calcul en écoulement, récupérer le champ de pression et l'importer dans notre calcul, dans notre chargement mécanique. Donc, j'en profite de l'occasion pour rappeler que dans le logiciel, on a des modules d'écoulement et notamment d'écoulement non saturé, le module NSAT, qui font appel aux lois de comportement Van Gunnington pour la teneur en eau.
avec, donc on voit ici les équations et les paramètres nécessaires. Et puis pour la perméabilité relative, on exploite l'équation de Gardner avec également les propriétés associées. Donc ça, ce sont des lois qui sont aujourd'hui bien validées, notamment euh, voilà, pour également resituer notre actualité, parce qu'on participe à un exercice de benchmarking avec le CFMS allemand, le DGGT, qui permet donc de comparer des résultats de différents logiciels en 2D pour ces calculs d'écoulement, pour ensuite, derrière, faire des calculs en stabilité. Donc, c'est pas, on voit tout de suite que voilà, chaque logiciel a ses programmations, ses algorithmes et ses résolutions. Donc, il est important pour nous aussi de vérifier que ce qui a été programmé est correct, et c'est bien le cas. Donc, ces modules, on va pouvoir les exploiter maintenant dans des calculs hydrologiques. Donc, je vous montre un exemple sur le modèle précédent en 2D. On a ici donc un modèle en écoulement, donc les propriétés, si je vous montre sur un jeu de propriétés, donc on va retrouver les lois de comportement donc de Van Buyten et Gardner. Alors, il y a d'autres lois qui existent de longue date dans le logiciel, qui sont des lois préprogrammées, qui peuvent être bien sûr tout à fait exploitées. Et puis également, ça peut être des lois en écoulement simple avec la définition d'une perméabilité pour ce modèle. Donc là, bon, Van Buyten-Gardner avec des perméabilités, des perméabilités relatives, et des saturations également permettant de définir cette loi. Donc ceci est exploité en régime permanent, après avoir défini donc, les conditions limites en charge et avoir voilà, passé le calcul. Donc on peut voir des résultats en écoulement avec euh, par exemple, voilà, donc, par exemple ici la charge hydraulique. Et puis ce calcul, on peut également le mener en transitoire, en définissant un certain nombre de pas de temps. Alors bon, il y a différentes méthodes de définition des pas de temps. Ici, j'ai mis un pas de temps constant d'une heure, ce qui permet, à travers cet écoulement, à travers ce calcul transitoire, par exemple, ici de modéliser la vidange du barrage. Donc, si on passe sur ce cas-là, on va pouvoir tracer maintenant le champ de pression et puis en adaptant les affichages, on peut voir la surface libre, identifier la surface libre pour le dernier pas de temps et puis on peut revenir sur le premier pas de temps et puis voilà pour illustrer et montrer ces petits outils utiles. On peut voir comme ça l'évolution de la surface libre en fonction de cet écoulement transitoire. Donc ça, c'est cet écoulement est calculé. Je peux ensuite l'exploiter dans le calcul mécanique. C'est-à-dire dans le calcul mécanique, si je reviens à la définition de la nappe, je vais retrouver la définition d'une nappe. Donc tout à l'heure, j'avais fait la nappe de façon géométrique. Je peux la rappeler en copiant donc la charge hydraulique initiale qui est identifiée. Et puis, je peux également exploiter en charge actuelle les résultats du modèle d'écoulement transitoire. Et puis ici, venir spécifier sur quelle patente d'écoulement je souhaite calculer cette variation de nappe et donc le gradient de pression associé. Voilà, ça, ce sont les outils donc, proposés pour ces
Pour ces calculs, alors c'est pas tout- là, c'est un peu découplé, hydromécanique, qui permet donc de modéliser la nappe de façon soit simplifiée par la définition géométrique, soit par un modèle en écoulement en régime permanent ou transitoire. Alors, ces calculs, bien sûr, de nappe, on va les exploiter pour des calculs de Cepheid réduction. Donc, c'est là où c'est maintenant faire la transition vers la procédure Cepheid réduction. Courant 2024, on a travaillé, j'ai pas cité, mais avec le chef de produit au sein de l'UGE, c'est Emmanuel Bourgeois euh, qui chapeaute tous les développements réalisés au sein du GE. Et donc, dans le cadre de la CFI réduction, nous avons produit des publications, deux articles qui ont été présentés en session aux journées JNGG, là, donc en juin 2024, et puis au Congrès européen de mécanique des sols à Lisbonne en août 2024. Ces articles donc, ont mis en évidence les outils que nous préparons pour les futurs Eurocode 7, puisqu'il sera important d'avoir une approche euh, pertinente des réductions des résistances en cisaillement dans ce cadre-là. On a également retravaillé, ou du moins mis en évidence la nécessité de définir des zones d'exclusion dans la procédure. Alors, ces zones d'exclusion, rapidement illustrées, je pourrais faire référence aux articles pour plus de détails, mais voilà, sur un exemple très académique, hein, puisque Hochstetten, voilà, c'est depuis 1994 qu'on voit différentes publications dessus, mais là, on l'a exploité pour montrer l'influence d'une zone d'exclusion. C'est-à-dire, sans zone d'exclusion, on voit la poussée, l'influence euh, de la poussée à droite sur la paroi ici, qui est donc c'est un rideau de pale planche là, avec, bétonné. Et puis, si j'exclus de la zone d'analyse en réduction euh, le- le- la fouille euh, entre les deux parois, dans ce cas-là, vous voyez qu'on obtient une, un facteur de sécurité encore plus important. Donc, montrant en évidence que dans certains cas, notamment, c'était Magnan qui avait montré ça sur une autre publication, qu'il est important, oui, de pouvoir spécifier des zones d'exclusion de la procédure CEFI. Ces zones d'exclusion, ça peut être bien sûr des zones où on sait qu'il y aura des modes de rupture secondaires. Ouais. Alors, donc ça, c'est une première évolution. Bon, ça, c'est des outils qui existaient déjà, mais je reviens dessus. Et par contre, où on a également apporté des améliorations, c'est sur la définition des réglages et puis pour montrer l'influence des maillages. Donc là, vous pouvez vous référer à un tutoriel sur une simple pente. Pareil, c'est un cas d'étude ici, mais on montre que le réglage standard et le réglage accéléré amènent au même coefficient, au même facteur de sécurité de 1,1, mais avec des temps de calcul qui vont être plus ou moins influencés. Alors, sur un maillage lâche, on voit que le résultat n'est pas forcément probant, puisque le mode de rupture qui est illustré ici n'est pas très bien illustré sur le modèle avec réglage accéléré. Donc on voit pas trop, enfin, à part le fait qu'on met un facteur de sécurité égal, on voit pas trop le gain. Par contre, dès que l'on densifie le maillage, on va d'une part euh, retrouver le mode de rupture correct avec la procédure accélérée, et surtout, on va nettement gagner en temps de calcul, puisqu'on on divise par deux, pardon, le, le temps d'obtention de ce facteur de sécurité.
gain conséquent. Donc ce réglage qui est proposé, vous l'aurez dans les paramètres du calcul lorsque vous définirez la procédure CFI réduction. On va régler donc soit en mode standard, qui est je dirais le réglage le plus euh, euh, régulier, enfin le plus robuste, hein, avec méthode de contrainte initiale, 1 pour 1000 en précision. Et puis l'autre méthode accélérée, là où on va avoir une procédure de résolution contrainte initiale et méthode séquente, avec un réglage aussi que l'on a établi pour obtenir des résultats satisfaisants. Puis enfin, vous avez une troisième procédure que vous allez proposer, où là, vous êtes libre de faire vos choix de réglage. Donc, si je reviens sur mon modèle précédent de pente, je vais donc d'abord vous rappeler que la création de la procédure CFI réduction, c'est insérer une sous-phase pour laquelle donc, soit on travaille en CFI réduction avec on travaille sur les paramètres de cisaillement du sol, soit on travaille sur le facteur de sécurité, donc pour par exemple trouver les charges limites. Donc ici, voilà, on définit ici l'intervalle de recherche, donc ce qui définit une sous-phase affectée à la phase précédente. Et puis dans les paramètres de calcul, vous pourrez accéder donc à ces trois réglages, standard, accéléré ou personnalisé. Donc voilà, ce qui va vous permettre d'avoir euh, une gamme d'études pour la CFI réduction poussée. Et puis la méthode accélérée est celle, bien sûr, que vous pourrez privilégier si tant est que vous souhaitez chercher un facteur de sécurité, mais parfois au détriment de la représentation du mode de rupture. Euh, voilà, donc pour revenir sur cette CFI réduction, on fait le tour. Alors, de fait, on a aussi, bien sûr, en résultat de la CFI réduction, un coefficient de sécurité. Donc, le coefficient de sécurité, il est affiché maintenant sur l'espace d'analyse des résultats. Hein, là aussi, si je reviens sur l'étude précédente, alors, on va plus me le partager. Bon, je reviendrai plus tard. Enfin, vous aurez donc l'affichage de la, donc du facteur de sécurité en tête là sur votre espace de visualisation des résultats. Entre autres, euh, autres résultats proposés, donc c'est l'identification lorsque justement vous ferez vos calculs en régime transitoire, dépouillement en régime transitoire, des pas de temps. Donc voilà, on a bien identifié maintenant les pas de temps et les durées associées. Il y a une nouvelle arborescence également de présentation des résultats. Alors ça, je voudrais le montrer quand même. Euh, voilà, donc sur les résultats, en fait, vous allez avoir euh, dans l'arborescence une présentation des résultats par incrément, et puis ensuite par type de bloc, donc pouvoir bien identifier chaque bloc. Voilà, si je souhaite voir les résultats dans le bouton, je vais avoir les résultats proposés, et puis dans le pieu bloc en bas, voilà, je vais également pouvoir voir les résultats sous forme de tableau ou de donner une max comme, comme on pourrait l'avoir. Euh, donc ça, voilà, c'est une nouvelle représentation pour que l'utilisateur ait vraiment un accès plus simple également aux
différentes entités et résultats. Et puis enfin, pour formation également, et vous retrouverez également le détail de tout cela dans la note de version. On a rajouté des lois de comportement, enfin des lois de comportement, pardon, des scalaires pour accéder à d'autres des résultats intéressants, notamment la déformation volumique pour les calculs mécaniques ou pour les écoulements des différents des normes de charge, vitesse d'écoulement, puis également pour les températures. Voilà, donc tout cela, vous pourrez accéder maintenant dans votre version 2025. Ce qui va, voilà, j'ai fini ici la présentation de la version 2025 pour maintenant présenter ce qui est envisagé. Je vous ai parlé de la version 2025.1, donc en mars, nous proposerons une option c'est Newton, donc c'est Newton qui va être un outil de modélisation, d'automatisation des tunnels, creusement des tunnels. Donc en 3D, vous aurez un outil soit en méthode traditionnelle, soit tunnelier, un outil qui va automatiser la séquence de calcul et également l'exploitation de résultats. Mais je vous présenterai plus tard un webinaire qui sera programmé. Donc la version intermédiaire de juin introduira différentes évolutions, mais notamment une liaison aussi plus immédiate des résultats en calcul thermique. Et puis des appuis non linéaires. Et puis la version 2026, elle aura, on va dire, il ne manque pas d'options et à améliorer ou du moins à rajouter également. Et puis elle sera nourrie, cette version 2026, des travaux de thèse en cours. Je vous parlais voilà, des travaux de différents laboratoires de recherche de l'UGE qui sont impliqués, donc qui vont aborder soit des outils pour, par exemple, la première thèse, travailler sur les dégradations liées aux réactions de gonflement interne, donc tout ce qui est également maçonnerie, puis différentes thématiques pour la modélisation des tunnels, modélisation de clouage et des interfaces clouage, clou-sol. Donc voilà, différentes thèses qui vont, qui nous challenge et qui vont donc nous également produire des outils pertinents pour, encore une fois, modéliser au plus près les ouvrages du génie civil. Alors, pour vous accompagner dans la découverte ou votre montée en compétence sur le logiciel, on a déjà établi un programme de formation. Donc, tout d'abord, un programme plutôt orienté 2D géotechnique sur 3 jours, donc avec vraiment reprendre les fondamentaux de la modélisation par élément fini, puis également monter en compétence sur la prise en compte de l'eau, modéliser les stabilités, les phasages de travaux, aussi bien sur des remblais ou des excavations. Une thématique qui sera plus sur 2 jours, plus orientée tunnel en 2D, et puis également une troisième thématique orientée uniquement sur le 3D géotechnique. Donc ça, c'est ce qui va couvrir le premier semestre, puis d'autres dates seront proposées pour la fin de l'année. Donc ça, ce sont des sessions en présentiel. Sachez qu'on peut également proposer en intra-entreprise des sessions des sessions dédiées à votre entreprise. Si vous êtes plusieurs de l'entreprise à être intéressés par une thématique précise, on peut mettre en place une formation qui répondra à vos attentes, alors qu'il peut se faire de préférence en présentiel. Moi, c'est ce que je préfère, en présentiel, mais on peut aussi très bien prévoir des demi-journées en distanciel avec des outils de partage.
Voilà, donc ça concerne les formations et puis pour également vous informer et puis continuer à vous former sur tous les outils proposés. Donc, on a des sessions d'autres webinaires programmés. Donc, en mars, comme je disais, ce sera la sortie de l'outil Notune. Donc, on aura une session, un webinaire spécifique pour présenter cet outil. Vous avez vu que la gestion de l'eau, là, on a beaucoup d'outils qui méritent d'être mieux valorisés. Donc, on va refaire un webinaire pour bien resituer tous ces outils de gestion de l'eau, soit dans le milieu non saturé, soit également en import pour des calculs hydromécaniques. Et puis, je vous invite aussi à suivre notre actualité pour voir d'autres produits que nous distribuons, hein, les outils Geo5, notamment Geo5 stratigraphique, qui pourront intéresser nombre de géotechniciens, puis bien sûr Alizé pour le dimensionnement des structures routières. Voilà ce qui va compléter ma présentation. Encore une fois, je rappelle à tous nos clients de mettre à jour, d'aller sur le site César LCPC pour donc télécharger cette version 2025. Pour les autres, n'hésitez pas à y aller également pour voir les versions d'évaluation, les didacticiels qui sont proposés. Et puis, restons en contact à travers nos réseaux sociaux, notre page LinkedIn et puis également une chaîne YouTube où on espère proposer régulièrement du contenu. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.